Cette lecture est née d'échanges de messages pendant la préparation de l'AG entre Laurent Lutti, François Vieuxbaum, qui a proposé de faire un choix de texte de réécriture ou d'adaptation d'œuvres de Rétif pour initier notre réflexion sur le thème du dossier Rétif après Rétif, qui sera recueilli dans le numéro 56 des études rétiviennes. Ce montage, présenté de façon chronologique, ne rend pas compte, évidemment, de toutes les adaptations ou réécritures dont Rétif fait l'objet. Il éclaire seulement certaines tendances. C'est pourquoi j'y ai incorporé quelques jugements sur l'œuvre et sur la personne de Rétif, mélangeant ainsi la vie et l'œuvre, c'est Rétif, tel qu'on nous le présente. Je commence par l'ami de Rétif. C'est François Marlin, qui signe toujours ses livres 1000 rangs. En 1810, il publie Jeanne Noyer ou La Bonne Mère. Et il met très longtemps à écrire, et en 1795, il avait écrit une dédicace à Rétif, auteur profond du paysan et de la paysanne pervertie, auteur ingénieux de l'homme volant, historien moral et varié des contemporains, fils sensible qui avait retracé dans votre père les vertus patriarcales, c'est à votre exemple et sur vos encouragements que j'ai osé esquisser la vie d'une bonne mère. Agréez cet ouvrage et puisse-t-il quelquefois humecter vos joues de pleurs. Cette note n'aura pour objet que de venger, si je le puis, un écrivain estimable de l'injustice de quelques rivaux et de la haine de plusieurs ennemis. Monsieur Rétif, si l'on veut les croire, n'est pas seulement digne de l'indifférence, mais des mépris publics. Ils attaquent ses talents et ses mœurs avec une rage qui suffirait seule à décrier leur jugement. Je pourrais défendre les qualités morales. Je m'arrête aux écrits de l'auteur. Combien d'idées neuves et utiles dans le pornographe, et que de tableaux charmants, que de peintures heureuses, que de caractères bien saisis dans les contemporaines. La vie de mon père n'est-elle pas, au moins pour les campagnes, un bon traité d'éducation? Ôtez-en quelques pages romanesques, cet ouvrage aurait pu suffire à la réputation de l'écrivain. Mais il était inégal. Corneille l'était aussi, et qui oserait se comparer à Corneille par le génie? L'aigle plane-t-il toujours sur le haut des cieux? Il descend aussi dans nos régions inférieures et n'établit son air que sur les âpres rochers. Sans doute, Rétif était inégal, et je n'ose lui en faire un reproche. Il dut être entraîné souvent par sa féconde imagination. Inégal, inégal. Je sais tels aujourd'hui qui n'ont pas ses défauts, comme ils rampent toujours, ils sont égaux. Et je veux lui dire que tout soit bon, que tout doit être admiré dans les contemporains? Nullement. Mais on risquerait peu d'avancer que parmi ceux qui diffament littérairement Nicolas Rétif, à peine en est-il quelques-uns qui fussent capables de la moindre de ces nouvelles. Marlin se montre fidèle en amitié et reconnaissant. Il suit les traces de Rétif qui lui a montré qu'il pouvait lui aussi se montrer un bon fils et rendre grâce à sa mère en racontant sa vie. Mais il ne se contente pas de retracer la vie paysanne de ses ancêtres, il copie aussi les manies de Rétif qui consistent à imprimer son courrier, à faire le bilan de ses connaissances et énumérer ses relations mondaines. Il prend aussi l'habitude dangereuse, pourtant, en cette époque troublée, de publier ses convictions politiques, post-scriptum, etc., ou idéologiques. C'est le seul écolier de Rétif, en dehors de son petit-fils Frédéric Vignon-Rétif de la Bretonne, qui trempe lui aussi sa plume dans l'encrier du grand-père et se parle des plumes du hibou. Le petit-fils, Frédéric Victor Vignon-Rétif de la Bretonne. Petit-fils de Rétif, écrivain, il publie chez les mêmes éditeurs et dans les mêmes journaux que Honoré de Balzac, Horace Resson, Charles Nodier et les auteurs romantiques. Il développe les mêmes genres romanesques, comme le roman historique, le roman noir, mais il poursuit aussi le roman familial, reprise du nom de plume de son grand-père. Il fait aussi figurer en sous-titre des souvenirs rétiviens, Colin Gauthier ou le nouveau paysan perverti, Colinette Gauthier ou la nouvelle paysanne pervertie, et surtout une série des Nouvelles Nuits de Paris ou le Petit Spectateur Nocturne, paru dans le panorama des nouveautés parisiennes. 1824, 1825, première nuit. Il était minuit.
et je dormais depuis 1 heure environ, quand tout à coup je fus réveillée en sursaut par un bruit étrange, semblable à celui que produirait l'apparition d'un revenant traînant des chaînes à ses pieds. J'aperçus un nuage qui perçait le plafond pour descendre vers moi. Ce nuage, lorsqu'il fut entièrement descendu, s'ouvrit en deux comme à l'opéra, au théâtre de la Porte Saint-Martin, voire même à celui de la Gaîté, et je vis aussi distinctement que je vois le papier sur lequel je trace ces lignes, encore tout en mémoire, le croirez-vous lecteur, je vis au milieu de ce nuage argenté non un ange, ni même un diable, mais mon célèbre aïeul, Rétif de la Bretonne, si connu de son vivant sous le nom du spectateur nocturne. À cet aspect, je me jetai en bas de mon lit et je me jetai au pied de l'ombre auguste pour lui demander le sujet de sa visite inattendue. Aussitôt, je l'entendis me parler ainsi. Quoi? Tu dors la nuit, toi, pour descendant? Toi, mon petit-fils? Et qui donc achèvera l'œuvre que j'avais si heureusement commencée en écrivant les événements et les aventures qui se passaient de mon temps toutes les nuits. Chaque matin, tu le sais, avant de me coucher, et après avoir terminé la promenade que je faisais habituellement depuis 11 heures du soir jusqu'au lever de l'aurore, je recueillais et traçais tout ce que j'avais vu ou entendu la nuit pour le livrer ensuite à l'impression. Tous ces récits réunis, tu le sais encore, ont fini par former 16 volumes, qu'on n'a pas trouvé les moins intéressants de tous mes ouvrages. Un demi-siècle a rendu mes tableaux surannés. Il en faut d'autres plus modernes pour peindre les mœurs actuelles au regard de tes contemporains. Il faut surtout parcourir les rues, les places, les carrefours, les cul-de-sac, les quais et les ponts. Les ponts surtout. Là, tu pourras, comme je le fis jadis, arracher une fille enceinte et abandonnée par son séducteur, ou un amant trompé par sa maîtresse, ou une mère de famille réduite à la paille par sa passion pour la loterie, à la funeste idée d'aller se jeter à l'eau afin de réparer leurs fautes ou de mettre un terme à leurs maux. N'oublie pas non plus les Champs-Élysées, mon fils. Là, tu pourras empêcher ce joueur ruiné de se faire sauter la cervelle d'un coup de pistolet. Ou ces deux rivaux insensés de se battre en duel pour une coquette qui souvent ne vaut pas la peine que deux bons Français se coupent la gorge en son honneur. Ou si tu ne peux éviter ces malheurs, tu pourras du moins les consigner dans tes annales nocturnes et les livrer à la méditation des lecteurs, avec des réflexions morales et des observations critiques. En un mot, tu seras beaucoup plus utile à tes concitoyens en devenant, comme je le fus, un spectateur nocturne, qu'en dormant toute la nuit, ainsi que le fait le vulgaire de l'espèce humaine. Tu es déjà, comme moi, homme de lettres et persécuté. Achève le parallèle. Sois, ainsi que je le fus, spectateur nocturne. Deuxième nuit, le lendemain soir, le narrateur quitte sa maison et se dirige vers l'île Saint-Louis. Mais en passant rue de la Bûcherie, devant la maison dont je viens de parler, et au moment où je remettais mon chapeau sur ma tête, après m'être découvert par respect, comme je le fais toutes les fois que je passe devant cette vieille maison, occupée maintenant par un teinturier, je fus effrayée tout à coup, je l'avoue, en sentant quelque objet se placer lourdement sur mon chapeau et avec un bruit semblable à celui que produirait le vol d'un oiseau de proie. C'était le hibou de mon grand-père qui, suivant sa promesse, venait me servir de guide et de protecteur en cas de besoin. Les Allemands, dont certains romantiques allemands, mais pas tous, vous verrez. Les Allemands, Goethe, Schiller, la correspondance de 1794 à 1805, de Schiller à Goethe, Iéna, le 2 janvier 1790. Avez-vous jamais eu entre les mains le livre bizarre de Rétif, Le cœur humain dévoilé? Où en auriez-vous entendu parler? Je viens de lire ce qui en a été publié, et en dépit de tout ce qu'il y a là de choses choquantes, de vulgarités grossières et de parties répugnantes, j'y ai pris grand plaisir. Car il ne m'était encore jamais arrivé de me trouver en présence d'un tempérament aussi sensuel. Et il n'est pas possible de ne pas prendre intérêt à la profusion variée des personnages, surtout féminins, que l'on rencontre chemin faisant à la vie et au réalisme des descriptions, à la peinture saisissante des mœurs et aux tableaux qui tracent du caractère français chez une certaine classe du peuple. Pour moi,
qui ait si rarement l'occasion d'aller puiser au monde extérieur et d'observer les hommes dans leur action vivante, le livre de ce genre, des Cellini et du nombre, ne laisse pas d'avoir un prix inestimable. Wilhelm von Humboldt, de Humboldt à Goethe, 18 mars 1799. Il y a quelques mois, j'ai passé une soirée presque seule avec lui et je puis vous donner au moins quelques nouvelles récentes le concernant. Il est petit, mais de constitution robuste. Son visage est très agressif et découvre clairement qu'il vient de la province, ce qui, me semble-t-il, témoigne d'une nature libre, ouverte et forte. Les Allemands à Paris fréquentent le salon de Fanny de Beauharnais, où ils ont l'occasion de rencontrer Rétif, notamment la journaliste et poétesse Helmina von Chesy, ainsi que August von Kotzebue. Helmina von Chesy. Helmina, 1783-1856, a publié sous 3 noms. Elle est née Wilhelmine Christiane von Klenke, puis elle porte le nom de la première mari, le baron prussien von Hastfer, qu'elle quitte très vite. Son 3e nom est remarquable parce qu'elle a épousé en 1805 l'orientaliste français Antoine Léonard de Chésy, 1773-1833. Ils se séparent et elle retourne vivre en Allemagne avec leurs 2 fils. Mais elle ne divorce pas et garde toujours son nom d'épouse qu'elle germanise pour s'appeler von Chésy. 1804, les souvenirs de ma vie jusqu'en 1818. Le plus génial parmi ces hommes était Rétif de la Bretonne. Son apparition avait quelque chose d'attirant et d'attachant. Il était d'une assez grande taille, assez corpulent. Il portait ses cheveux comme Bernardin de Saint-Pierre, en boucles naturelles descendant dans le cou. Son visage était ovale, le nez légèrement busqué, la bouche agréable, de grands yeux expressifs, le regard aimable et lumineux, sa voix douce vous pénétrait au cœur. Il se montra aussi bienveillant avec moi qu'un homme sur le déclin de l'âge a coutume de traiter un jeune être. Je l'aurais volontiers revu souvent, mais le seul anathème que le monde avait prononcé contre lui me découragea. Oh, le monde, comme il juge volontiers et avec précipitation, quelle fleur il foule de son pied de fer. Longtemps après ma rencontre avec Rétif de la Bretonne chez Madame Beauharnais, je trouvais par hasard ses contemporaines, je m'y plongeais avec une douleur aiguë. Rétif n'aurait pas été français et pas si malheureux, il aurait pu devenir l'un des premiers écrivains de son temps. Auguste von Kotzebue. Souvenir de Paris en 1804. Le vieux Rétif de la Bretonne qui ressemble à un faune débonnaire et dont les romans probablement sont connus de tous mes lecteurs. Jean-Paul, 1804. Petite remise à niveau pour une école préparatoire en esthétique. Mérite de l'urgence en écriture. Et surtout, le plus génial des romanciers français, Rétif de la Bretonne. Ne commencez pas par mettre ses romans par écrit. Et en tant qu'imprimeur, il les mettait sous presse tout de suite, de sorte que toute correction s'effaçait d'elle-même. Et celui que l'on nommait le Richardson français faisait comme le Richardson anglais, qui était comme lui imprimeur de livres. De même, un auteur contemporain se considère au moins comme un compositeur transcendant qui n'a pas à se charger à la fois de la composition et de la correction. Les Français du milieu du XIXe siècle à nos jours. Gérard de Nerval, 1852, les nuits d'octobre, le marché des innocents. En passant à gauche du marché aux poissons, où l'animation ne commence que de 5 à 6 heures, moment de la vente à la criée, nous avons remarqué une foule d'hommes en blouse, en chapeau rond et en manteau blanc rayé de noir, couchés sur des sacs de haricots. Quelques-uns se chauffaient autour de feu comme ceux que font les soldats qui campent, d'autres s'allumaient des foyers intérieurs dans les cabarets voisins. D'autres, encore près des sacs, se livraient à des acquidications de haricots.
Là, on parlait prime, différence, couverture, report, hausse et baisse, enfin, comme à la bourse. Ces gens en blouse sont plus riches que nous, dit mon compagnon. Ce sont de faux paysans. Sous leur roulière et ou leur bourgeron, ils sont parfaitement vêtus et laisseront demain leur blouse chez le marchand de vin pour retourner chez eux en Tilbury. Le spéculateur à droit remet la blouse, comme l'avocat remet la robe. Ceux de ces gens-là qui dorment sont les moutons ou les simples voituriers. 46-66, l'haricot de Soissons. Dit près de nous une voix grave. 48, fin courant. Ajouta un autre. Les Suisses sont blancs, sont hors de prix. Les nains, 28. La baisse à 13-14. Les flageolets sont mous. Nous laissons ces braves gens à leur combinaison. Que d'argent ils se gagnent et se perdent ainsi. Et on a supprimé les jeux. Charles Mansuet. Il publie un petit livre qu'il fera baptiser Le Père des rétifomanes. Edmond et Jules de Goncourt. 1863. Journal. Mémoire de la vie littéraire. 3 octobre. Assis au café de la Régence, je trouve à ce coin de la rue Saint-Honoré un aspect du Paris de 1770 et aussi l'aspect d'une grande rue de grande ville de province. Il y a là un joaillier où me semble devoir trôner une belle joaillère de rétif. 1885, mercredi 23 décembre, ce commencement de l'œuvre de Zola, ça a l'air de l'ouverture d'un roman de rétif. Claude n'avait plus que quelques pas à faire. Comme il tournait sur le quai de Bourbon, dans l'île de Saint-Louis, un vif éclair illumina la ligne droite et plate des vieux hôtels rangés devant la Seine, au bord de l'étroite chaussée. La réverbération alluma les vitres des hautes fenêtres sans persiennes. On vit le grand air triste des antiques façades, avec des détails très nets, un balcon de pierre, une rampe de terrasse, la guirlande sculptée d'un fronton. C'était là que le peintre avait son atelier, dans les combles de l'ancien hôtel du Martois, à l'angle de la rue de la Femme sans tête. Le quai entrevu était aussitôt retombé aux ténèbres, et un formidable coup de tonnerre avait ébranlé le quartier endormi. Arrivé devant sa porte, une vieille porte ronde et basse bardée de fer, Claude, aveuglé par la pluie, tâtonna pour tirer le bouton de la sonnette, et sa surprise fut extrême. Il eut un tressaillement en rencontrant dans l'encoignure, collé contre le bois, un corps vivant. Puis, à la bousculure d'un second éclair, il aperçut une grande jeune fille, vêtue de noir et déjà trempée, qui grelottait de peur. Fernand Fleuret, 1928. Supplément au spectateur nocturne des rétifs de la Bretonne. Éclaircissement. Il y a quelque temps déjà, un homme se présenta chez moi pendant mon absence et laissa entre les mains d'une domestique un rouleau manuscrit qu'il désirait soumettre à ma lecture. M'ayant attendu plus longtemps que la discrétion me le permet, il se retira non sans avoir écrit cette lettre singulière. Je m'adresse à vous, monsieur, entre tant d'autres auteurs, parce qu'à travers les sarcasmes de votre abbé Lapin, je devine une profonde sympathie pour mon ancêtre rétif de la Bretonne. Je dois ajouter que votre abbé fait l'éloge de la police, à laquelle appartenait M. Nicolas, et que cette bienveillance me touche doublement. D'abord, en qualité de petit-fils de celui qui figura comme premier sous-chef à la 2e section de la 2e direction, c'est-à-dire à la police secrète de l'an 6, et se laissa affecter aux lettres interceptées au cabinet noir. Elle me touche ensuite, dis-je, cette bienveillance, parce que j'ai suivi la même voie, autant par goût que par nécessité. Donc la vieille curiosité de M. Nicolas et les obligations professionnelles m'ont poussé dans les rues, les squares, les parcs, aux heures où la plupart des gens que l'on qualifie d'honnêtes éteignent la lumière et se livrent au sommeil. Ce sont quelques-unes de mes enquêtes que vous trouverez consignées sur le papier que je m'essaierai d'enrichir plus tard, si vous voulez bien me donner l'assurance que je puis continuer sans ridicule et sans provoquer l'ennui. Il m'a semblé, monsieur, que les nuits de Paris de mon grand-père Nicolas contenaient beaucoup trop d'histoires morales ou larmoyantes, au gré de mes contemporains qui demandent surtout d'être amusés par un nouveau diable boiteux. Voilà pourquoi je donne les miennes en supplément aux spectateurs nocturnes, mais en cherchant toujours la vérité sans phare.
comme il sied aux descendants d'un célèbre observateur. Ces recherches dont je parle, je ne les ai pas faites sur Archives nationales, aux Archives nationales où les dossiers de police sont, paraît-il, importants, mais bien sur la semelle d'un soulier. Un soulier, monsieur, que les descendants de Nicolas se sont pieusement transmis, quoiqu'il ne soit pas la mule de Madame Parangon. C'est avec plus d'exactitude une étroite semelle d'ivoire à haut talon de même matière. Elle porte, gravée en bistre, une cuisse d'homme, d'où jaillissent de furieux éclairs à la hauteur de l'aine, et cela donne à penser, quand on connaît les effets d'un joli pied, sur le tempérament de mon grand-père Nicolas. Adieu, monsieur. Je reviendrai quelques jours quand j'aurai jugé que vous avez pris le temps de me lire. Permettez-moi, pour vous indemniser de votre peine, de vous laisser un hibou en cage. Il me vient aussi de mon grand-père Nicolas. C'est proprement celui qui voltige sur son chapeau. Emblème de la sagesse et de la sagacité, puisse-t-il vous inspirer longtemps encore, comme il inspire à mon aïeul, et vous être un souvenir vivant de celui qu'en secret. Un vieux mot français. J'ai mis peut-être vous choisasses, n'est-ce pas? Pour ne pas craindre de vous moquer de lui ouvertement. C'est moi qui suis, monsieur, votre très obéissant et très obligé serviteur, Edmé Dupont. « 1942, Refuge de Léopold Fargue, nocturne. » C'est extrait de Refuge. Un grand peintre m'a dit un soir, il y a eu un moment où j'ai cru que je connaissais la nuit, que je savais de quoi c'était fait, que je pourrais la peindre aisément, et même dans les ténèbres. Je suis vite revenu de ma présomption. Tous les soirs, rentrant chez moi, j'ai le sentiment que les passants drapent les rues pas à pas, tels qu'en songe, et tirent d'une main d'immenses rideaux sur la vie, fantômes à peine discernables qui tiennent les cordons du poil à l'infini, humbles et sages. Vers l'horizon tendu de noires et mornes rues, comme écrivait Alfred Jarry du temps de notre jeunesse. Nous avions gagné la clarté. Pour le bien de tous et parce que les progrès entraînent d'immenses concessions, il a fallu revenir à la nuit. Car la nuit qui nous est imposée nous fait revivre les temps bleus et glacés d'avant le Christ, d'avant Gutenberg, d'avant Edison. Elle nous trempe dans les noires cellules de nos origines. Elle rappelle à nos troubles antérieurs qu'un jour, il n'y avait rien de concevable. Si j'étais prêt de fermer les yeux ce soir, la seule chose qui pourrait diluer le conflit dont se nourrit le monde, le seul événement qui me semblerait digne d'attirer les rêves de l'homme, parce qu'il aimait l'immensité de l'avenir, parce qu'il est assuré, lui, de survivre à tous les bombardements imaginables, c'est le miracle toujours nouveau des nuits. Je me dis parfois que si la lumière offensée se refusait à revenir, que si le soleil se caillait dans la bouderie, nous finirions notre malheureuse carrière d'homme avec des nerfs de poisson des grands fonds et des yeux de chat d'Amérique. Marcel Thiebaud, 1959, journaliste, essayiste, il écrit un article dans la Revue de Paris, Rétif ou le Paris dévoilé, et son article tout entier se lit avec plaisir. Je ne vous en donne évidemment qu'un extrait. Avant tout le poète de Paris, car Rétif a découvert Paris. Cherchez l'écrivain qui avant lui ait senti qu'on pouvait aimer cette ville en s'y perdant, qui est les 20, 30 ans, hibou spectateur, éternel ambulant nocturne, dans les rues les plus fangeuses, comme sur les places nobles, sur les promenades et dans les jardins, qui est tiré de l'ombre 1000 personnages, les voleurs, les crocs, les clochards, les filles, les agréministes, les gazières, les tripières, qui est senti comme lui avant Balzac, avant Baudelaire, avant Zola, la vie puissante, la vie tragique de la ville, qui se soit muée en essayant des boutiques, des cabarets, des cafés, des restaurants à 6 sous, des bals populaires, des académies de billard, des conclaves d'invertis au carrefour de Debussy, qui est extorqué comme lui les confidences des ouvriers, des policiers, des flâneurs, des matrules, pour en tirer un tableau aussi vivant, aussi aigu, aussi fascinant, une des plus troublantes peintures, certes, qu'on ait jamais faites d'une grande cité. Côté peuple, avant Rétif, le XVIIIe siècle est un siècle muet, ou qui n'avait jamais fait entendre sa voix, ou encore faiblement, que dans les ouvrages de l'abbé Prévost, et hélas, mais ici la voix est quelque peu bruyante dans les rapports de police que copia diligemment naguère Camille Piton.
1842-1917. Roger Perfit, Le spectateur nocturne, 1960. Il s'agit d'une pièce de théâtre en 4 actes. Acte 2, Le Jardin des Tuileries. Rétif dans la même tenue qu'à l'acte précédent. C'est le début de l'après-midi. Scène première. Rétif. Ô ma jeunesse, je te retrouve maintenant dans ces Tuileries. C'est ici que, pauvre provincial, j'eus la première vision de la splendeur royale. Ce palais était pourtant inhabité, mais l'ombre des rois le couvrait et leur image colorait les vitres. C'était le royaume des lys. Les parterres de lys embaumaient l'air. Depuis 1792, c'est une fleur interdite. Je travaillais à l'imprimerie royale, dont le directeur pressionnait les ouvriers pour faire une dot à sa fille. Plus tard, cet harpagon a été guillotiné et je l'ai pleuré, n'ayant pas la rancune tenace. Mais malgré ma pauvreté, malgré l'odieux labeur de l'imprimerie royale, je m'imaginais participer à la gloire de la monarchie. Ce n'était pas seulement parce que j'imprimais les magnifiques almanachs où figuraient tous les grands du royaume. J'employais les dimanches à autre chose qu'à butiner les filles à soldats, mes voisines de Tolly. J'allais à Versailles, j'assistais au dîner du roi, distraction qu'il offrait à son peuple. Louis XV avait une manière incomparable de tenir sa cuillère à potage et de décapiter ses œufs à la coque. Le bourreau n'aurait pas fini. Claude Seignol, La nuit des Halles, 1963. J'étais dans mon adolescence et je prenais l'amour à cœur neuf, découvrant un à un ces éternels rouages que je croyais inventés. Certains étaient de verre, aussi exprimerais-je cette noire aventure avec une claire mais fragile musique, et que le lecteur me pardonne de lui livrer sans pudeur l'autopsie d'un rêve. Cette nuit-là, je marchais lentement dans la rue Saint-Martin. Il devait être 3 heures du matin et l'aube précoce se laissait deviner, si proche qu'un moineau hardi la siffla. Son appétit de jour le brisant déjà et lui faisant perdre la tête. L'agressive chaleur de juillet qui tourmentait Paris poussait à la torpeur. Mais la nuit se prend à moi autant que je le désirais. Je m'y attardais. Mon but n'était pas d'atteindre la limite de ma fatigue, mais celle de ces errances que la jeunesse vous demande d'accomplir dans l'espoir d'aventure. Mes jeunes années exigeantes m'obligeaient à vivre ainsi, selon leur dû. J'avais 18 ans alors, 18 ans toujours. Où me rendais-je? Jamais je ne le savais, mais j'allais, nourrissant ainsi ma curiosité. Et cet acte me faisait déjà surprendre les rites de la nuit que je pénétrais sans crainte, avec ferveur, comme si elle était une religion secrète, défendue par un labyrinthe de précieux égarements. Démuni de mystère, le désirant de toutes mes forces, je le quêtais alors de cette façon, tel un pauvre tendant sa pauvreté à la générosité du hasard. Et cette fois-là, il ne fut pas regardé. Christian Pétieux, 1987. Le hibou, d'après Rétif de la Bretonne, texte composé par Christian Pétieux, créé au théâtre municipal d'Auxerre en novembre 1987 par le Bossum et repris en tournée à l'occasion des fêtes du centenaire de 1989 avec le concours de nombreux historiens. Je suis le hibou, le spectateur nocturne. Je guette, je chimère en attendant le bonheur. Je vis la nuit. La nuit met l'imagination en jeu. La clarté est bonne pour convaincre, elle ne vaut rien pour émouvoir. Soyons ténébreux. Il y a tellement de choses à voir lorsque tous les yeux sont fermés. J'erre dans les rues, inconnues. Je vais seul sans plaisir, sans ennui, sans amusement, sans me plaindre du sort. Mon cœur est mort, et les morts ne doivent pas sentir. Je ne girandole plus. Il y a 5 ans que je ne girandole plus. Depuis 5 ans, mon âme est morte. Je suis presque mort. J'étais presque mort déjà quand je vins au monde. Je ne dis pas cela pour m'adoler, cela pourrait adombrer. Je ne m'adole ni ne m'adolore. Je m'adonise trop pour m'adoler. Je suis seul, je vis seul. Depuis longtemps, je vis seul, je ne parle à personne, je reste seul, et puis isolé au milieu des guérets que la fraude du temps a moissonné.
Je ne crois pas aux fariboles de malheur et de fatalité. Je déforme les faits, car la vérité n'est pas vraisemblable. Je veux rendre concevable l'inconcevabilité. Je suis une victime sans macule, et je m'adresse à ceux qui déchireront après moi. Je m'adresse au Nyctiluc, que la lumière fait clignoter. Je vous dis qu'il y eut jadis des hommes de nuit qui voyaient la nuit, qui agissaient la nuit. Et puis il y a eu les géants, il y a eu les pygmées. Cela devait être une honte pour une géante de succomber avec un pygmée. C'est de là que sont les origines de l'inégalité politique. Elle est imitative de l'inégalité physique qui existait autrefois. Buffon, je t'en prie, scrute la nature, trouve la vérité. Ne te laisse pas épouvanter par les clameurs des pygmées. C'est à toi de préparer cette révolution. Tire le voile, ô Buffon, ôte à ton siècle la cataracte qui ferme son œil au beau jour. Mes chers concitoyens, je vous aime, je vous chéris. Jamais le vice ne m'a fait haïr les vicieux. Je suis guidé par l'amour du vrai, du beau, de l'utile. L'utile, c'est toujours honnête. Je ne suis pas une méprisable sauterelle qui se traîne sur les poétises des hommes. Je suis le seul auteur qui s'occupe de littérature en ce temps de trouble. Maintenant, ça suffit. Maintenant, il faut que je me donne le fion. Je dis tout. Je dois tout dire. Il faut que je sois sincère. Je ne veux rien agréabiliser. Fini les bouffissures et même les idéalités. Moi, je prismatise avant d'écrire. Je ne mosaïque pas. Le soir, après dîner, j'aime faire le tour occidental de mon île. J'aime les excursions sérotinales. Hein? Cette date. Je me reporte au temps où j'écrivais cette date. Je m'y sens tout d'un coup. 1779, mon premier mal de poitrine. Verrai-je cette date marquée l'année prochaine? Comme c'est étrange. Une date oblitéraire a reparu après une pluie qui a lavé la pierre. 1780, grande douleur entre les deux épaules. Ma gonorrhée confirmée. Pruritus, strongurie horrible. Finis rusticané, j'ai fini la paysanne. 1782, j'ai vu les souliers blancs du Montorgueil. Là, ma paysanne rayée. 1785, 20 février, Periculum, j'ai manqué de mourir. Le 29, Annihilatus sum, j'ai dîné chez Madame de Beauharnais, j'étais mal, je sentais l'ail. 20 avril 1785, 5e anniversaire de la date du 20 avril 1780. Là, j'étais ivre de joie de me voir imprimé. Tant d'années s'effacent, ambroisie enivrante et féique. Je vis dans le passé comme dans le présent. Je ne suis qu'une faible portioncule de la divinité, mais je suis éternel comme elle. Comme elle, je roulerai de révolutions en révolutions. Patrick Modiano, 2021, Chevreuse. Premier extrait. Camille était pensive. Il faut faire attention avec lui. Il est parfois un peu susceptible. Et elle lui expliqua à demi-mot que Michel de Gama et les quelques personnes qu'elle avait connues rue de la Rochefoucauld, dans cet hôtel Chatham, s'ils avaient toujours fait preuve avec elle d'une grande amabilité, n'aimaient pas beaucoup qu'on leur pose des questions. Et pourtant, du point de vue comptabilité, tout paraissait normal et même irréprochable à l'hôtel Chatham. Il ne comprenait pas qui étaient exactement ces gens, et les explications de Camille manquaient de précision. Il se rendait compte qu'elle avait peur d'en dire trop. Il y avait donc le directeur de cet hôtel Chatham, dont Michel de Gama était l'un des collaborateurs, et deux amis à eux qui s'occupaient du restaurant, et quelques autres amis, clients de l'hôtel et du restaurant. Cela formait un groupe d'une dizaine de personnes. Il dut attendre encore de nombreuses années avant d'en savoir un peu plus long sur l'hôtel Chatham et le groupe auquel Camille avait fait allusion. Un cercle d'individus assez inquiétant. Mais cette nouvelle perspective ne changea rien aux souvenirs qu'il gardait de cette période de sa vie. Au contraire, elle confirmait certaines impressions qu'il avait eues, et il les retrouvait intactes et aussi fortes comme si le temps était aboli. À cette époque, il avait cessé de marcher à travers Paris, dans une lumière qui donnait aux personnes qu'il croisait et aux rues une très vive phosphorescence. Puis peu à peu, en vieillissant, il avait remarqué que la lumière s'était appauvrie. Elle rendait désormais aux gens et aux choses
leurs vrais aspects et leurs vraies couleurs, les couleurs ternes de la vie courante. Il se disait que son attention de spectateur nocturne avait faibli, elle aussi. Mais peut-être qu'après tant d'années, ce monde et ses rues avaient changé au point de ne plus rien évoquer pour lui. Deuxième extrait. Le matin au village, il continuait d'écrire son livre, dans la chambre ou dehors, sur l'une des tables du café. Le livre portait un titre provisoire, « Le noir de l'été ». En effet, il y avait un contraste entre la lumière du midi et celle des rues de Paris, où évoluaient des personnages troubles qu'il avait connus. Au fil des pages, il les laissait glisser dans un monde parallèle où il n'avait plus rien à craindre d'eux. Il n'avait été qu'un spectateur nocturne qui finissait par écrire tout ce qu'il avait vu, deviné ou imaginé autour de lui.